Alors, la bande dessinée de Larsenet, intitulée Le combat ordinaire, et le long métrage du même nom réalisé par Laurent Tuelle en 2015, seront donc l'objet de cette communication. Nous opérerons ici une comparaison entre les deux œuvres, axée surtout sur la notion de motif, en tant que celui-ci, inscrit dans une alternance, construit la temporalité, mais pas seulement. Nous résumerons tout d'abord le récit en présence et évoquerons aussi rapidement nous évoquerons pas ça, pardon. Nous résumerons juste le récit, parce que sinon je n'aurai pas le temps. Puis viendront donc l'évocation de la notion de motif propre à la bande dessinée, tel qu'il se fait matériau du film. Nous évoquerons le motif d'objet, tout d'abord, puis le motif temporel et contextuel, le motif de document, et enfin nous évoquerons la notion de motif colorique. Nous nous questionnerons donc à partir de cet angle sur les jeux de continuité et discontinuité propres à la bande dessinée et au film. Mais d'abord brièvement donc le récit, tel qu'il figure dans la BD de Larsenet. Le récit retrace l'histoire de Marco, jeune photographe de guerre solitaire qui décide de ne plus faire de photographie de pays en situation de violence extrême. Atteint de violentes crises d'angoisse depuis l'enfance, en décalage avec ses parents ouvriers, il cesse sa psychanalyse. Et c'est là que l'histoire commence. Il tombe alors sur une photographie de son père en militaire lors de la guerre d'Algérie. Mais suite à cela, aucun mot, aucune parole claire, explicative ne vient lui fournir d'éclaircissement quant au fait qu'une telle image peut supposer. Son père est-il un tortionnaire ou bien son père est-il tombé là par hasard comme de nombreux appelés. Un jour, il trouve une photographie et demande à son père ce qu'il en est de cette photo. Donc le père lui répond « C'était à Sidi Mesrich en 58 ». Marco réplique « Mais tu ne m'as jamais parlé de la guerre d'Algérie ». Ce à quoi ses parents lui répondent, en chœur « Mais il n'y a rien à en dire ». Donc cette angoisse d'une vérité qui lui serait cachée et qui pourrait induire la culpabilité du père hante donc Marco, mais hante aussi donc l'univers graphique. Marco tâche de vivre avec ses vieux démons aux côtés d'une ombre planante, mystérieuse, d'un père qui vient également de contracter la maladie d'Alzheimer. Le spectateur est amené alors, lui aussi, à s'interroger sur le thème de l'oubli historique et du déni. Donc l'univers graphique contribuant justement à problématiser toute cette question de la mémoire dans ce qu'elle peut avoir justement de fugace, de disparate. Et donc ça peut évoquer donc le long métrage récent Remember, donc le film d'Atom Egoyan, qui met en scène un vieil homme, Zev Gutman, interprété par Christopher Plummer, atteint d'Alzheimer et aux prises avec les traumatismes de l'histoire. Donc film dans lequel on est amené à se demander si la maladie ne serait pas motivée par une force inconsciente de refoulement traumatique. De même, dans la BD de Larsenet, ce type de questionnement émerge, mais sans qu'aucune vérité ne soit affirmée radicalement, figure dans le récit juste de simples pistes qui amènent le lecteur à mettre les choses en lien, tout comme par exemple ces crises d'angoisse de Marco, donc on pourrait éventuellement se demander si elles n'ont pas une ramification quelconque avec le silence du père sur son passé, avec le silence donc d'ordre historique. L'évocation de l'histoire dans sa violence est donc évoquée par le détour, l'allusion, le contour, revenant graphiquement et émotionnellement comme une trace qui interroge lancinante de façon indicielle et répétitive. Donc il y a toute une figure de rhétorique appuyée sur la répétition et l'alternance du motif. On en compte différents motifs donc de différentes natures. Toute cette rhétorique de l'alternance du motif met en œuvre donc un montage qui participe de la construction d'un temps cumulatif, c'est-à-dire d'une mémoire d'un tome à un autre, donné dans un rythme qui aménage donc des temps de latence et de suspension et aussi des ruptures. Le motif est intéressant car il est doté d'un statut pluriel. En effet, nous le verrons, il contribue à créer une atmosphère, aménage un cadre contextuel, mais il se fait également donc signe, comme je l'ai déjà dit, trace, symbole et métaphore. Mais le motif a aussi une vocation transitionnelle de raccord entre deux intrigues, deux scènes, deux instants qu'il peut venir joindre ou juxtaposer. Il sert également de ponctuation temporelle et c'est donc en ce sens qu'il peut contribuer à l'élaboration de cette fameuse temporalité.
Mais ce qui est intéressant avec le motif, c'est qu'il rend poreuse la frontière entre deux statuts du motif, hein, un statut donc, qui serait descriptif et un statut qui serait de l'ordre de la description proprement de l'action en fait. Donc, il remet en question cette espèce de clivage fort donc qu'on retrouve en littérature entre description et action. Dans son article Frontières du récit, paru dans Communication, Gérard Genette analyse le rôle de la description et de la narration dans la littérature et montre que ces deux polarités, ces deux fonctions de la construction du récit entretiennent des frontières poreuses. De même, dans le domaine de la bande dessinée, mais aussi dans le domaine cinématographique, les fonctions narratives et descriptives sont souvent interdépendantes. L'une ne peut se substituer à l'autre. Le rapport de subordination de l'une à l'autre s'exclut. Genette écrit: la narration s'attache à des actions ou des événements. Elle met l'accent sur l'aspect temporel et dramatique du récit. La description, au contraire, parce qu'elle s'attarde sur des objets et des êtres considérés dans leur simultanéité, semble suspendre le cours du temps et contribuer à étaler le récit dans l'espace. Ces deux types de discours peuvent donc apparaître comme exprimant deux attitudes antithétiques, l'une plus active, l'autre plus contemplative. Mais raconter un événement et décrire un objet, entendons ici montrer ou figurer un objet par le motif, sont deux opérations semblables en tant que mode de la représentation littéraire. La description ne se distingue pas assez nettement de la narration. Si la description marque une frontière du récit, c'est bien une frontière intérieure et somme toute assez indécise. Fin de la citation. De même, dans le domaine de la bande dessinée, et appliqué à notre analyse de la bande dessinée de Larsenet, nous pouvons remettre en question le clivage classique narration-description des images et de la notion de motif en particulier qui joue un rôle composite. Donc les motifs d'objets. Donc on compte 3 motifs d'objets essentiellement: le motif du bateau, de la voiture et de la maison que je vais vous montrer. Donc le motif du bateau, le voilà. Dans la bande dessinée, voici. Donc commençons donc par considérer le motif du bateau dans la BD de Larsenet. Le bateau est tout d'abord représenté dans des plans d'ensemble ou des plans panoramiques qui le font être perçu comme un point de fuite, d'une part d'un horizon mouvant, à la fois statique et gageur de la permanence des choses, et fuyant vers l'on ne sait où, rappelant à la vie dans sa mobilité, son mouvement, sa teneur en incertitude. Il est représenté dans différentes tailles de cases, de différentes couleurs, parfois noires, tel un spectre mystérieux et polysémique, ou une ombre chinoise qui discrètement avance et flotte, tant sur les eaux que dans les pensées des personnages. Parfois en rouge, en couleur de crise et d'intensité, sur laquelle nous reviendrons. Il est représenté sur des fonds coloriques, qui là aussi changent, mais systématiquement sur des aplats de couleurs, ce qui lui attribue de façon plus insistante le statut de motif en tant que tel. Il est toujours représenté de côté ou de profil, jamais de face, allant de droite à gauche ou inversement. Il apparaît d'abord sur la première de couverture, puis il est très vite figuré dans le récit. Il passe au loin sur les flots devant le regard du père, il apparaît dans les songes de Marco, dans sa rêverie mélancolique. Il renvoie au métier de docker du père de Marco. Il est aussi suggéré comme dans une présence absente, après la mort du père, lorsque la mère s'assoit à la place habituelle de celui-ci, prend sa posture, mais scrute précisément un horizon vide. Donc c'est l'image qu'on a vue. Voilà, cette image-là. Le bateau est un motif poétique, allégorique et symbolique qui vient signifier donc la mémoire déclinante du père, sa mort, son passage. Mais il vient aussi rythmer de façon éparse les situations et les événements. Le motif du bateau est un indicateur temporel rythmique. Sans être intensément convoqué quantitativement, il est porteur d'une dimension qui vient brouiller le simple statut narratif et descriptif de... excusez-moi, je me suis trompée. Le motif du bateau est un discret indicateur temporel et rythmique. Point. Dans le film, la présence du bateau est plus éparse, mais elle est surtout sonore. Elle est signifiée parfois par un klaxon qui vient accompagner l'image, mais parfois le klaxon surgit seul, sans l'image, comme pour opérer, jouer sur une sensation synesthésique qui vient convoquer le souvenir du père, ou plutôt comme pour toucher de façon impressionniste la perception du regardeur spectateur qui se voit ainsi immergé dans un univers particulier.
Le bateau apparaît aussi de façon monumentale dans le rêve de Marco. Cette dimension macroscopique et microscopique aussi sur d'autres motifs se retrouve à plusieurs reprises dans la figuration également donc, des paysages. Et c'est donc une manière de montrer le motif qui révèle un monde perceptible donc à différentes échelles et qui est une manière en fait technique dans le film de mettre en collusion les éléments, donc à la fois un seul motif mais aussi les motifs entre eux. Non, je ne l'ai pas en fait celui-là, c'est pas grave. Concernant le motif de la voiture, c'est court 20 minutes. Donc c'est le second motif d'objet prégnant, nettement moins poétique, plus banal et plus ordinaire donc, que le bateau. Il se voit répété pour construire le rythme également. C'est un des motifs les plus représentés. Il figure une vingtaine de fois sur les 3 volumes de la bande dessinée, à l'arrêt ou en mouvement. La voiture indique évidemment les trajets, elle inscrit le mouvement d'une action à l'autre, mais aussi le mouvement de vie qui anime Marco. Ce motif témoigne d'une dynamique, d'un passage d'un lieu à un autre, d'un moment à un autre, constituant souvent un temps de transition entre 2 situations. Parfois le personnage ou les personnages sont à l'intérieur de celle-ci et vus en plan rapproché. Et le 3e chapitre montre le motif de la voiture du dessus et de loin, comme si le personnage donc, avait réussi à prendre du recul par rapport à la massivité des choses qu'il porte. Mais surtout, on a le sentiment que cette manière de le voir comme ça, de loin et de haut, le renvoie à sa condition humaine et le monte parmi les autres dans un flux, dans une espèce de flux d'images, une abondance donc d'images, mais aussi dans un flux d'anonymes qui eux aussi se rendent sans doute quelque part. Donc la vie de Marco est faite de trajets, donc n'oublions pas qu'il est photographe de guerre, donc c'est aussi ce qui qualifie le personnage, mais surtout ce que l'on voit, c'est ces trajets en voiture, qui font donc écho à d'autres mouvements permanents du personnage et qui viennent construire, alimenter, élaborer cette trame temporelle du récit, dans une dynamique qui entre vraiment en contraste avec la façon dont le mouvement est montré dans le film, où on a vraiment affaire à des plages beaucoup plus apaisées, beaucoup plus lentes, où le trajet est là, mais pas dans cette lancinante répétition. Il me reste 5 minutes, c'est ça ? Donc je vais sauter... Je vais passer au motif de la maison. Donc le motif de la maison, dans la bande dessinée, est également abondamment répété. Il se fait point d'orgue de l'enchaînement visuel et dramaturgique d'ensemble. Il vient signifier souvent, donc là aussi, fin et début d'une scène, mais il n'a pas uniquement cette vocation transitionnelle, parce qu'il est l'antre de la vie intime, de ce que donc la vie peut avoir de plus singulier et de plus ordinaire. La maison est le lieu où l'on amasse les souvenirs pour mieux les oublier, peut-être. Le lieu de la petite histoire, où se trouve la trace de la grande histoire, puisque Marco y trouvera, donc en fait précisément dans la maison de ses parents, cette fameuse photographie de son père en militaire durant la guerre d'Algérie, dont il retrouvera un exemplaire exactement identique dans la maison de son voisin un peu plus tard. La maison est donc le lieu qui enferme les secrets, mais elle constitue aussi le lieu qui les révèle. Le motif de la maison représente un motif socle, un pilier symbolique qui évoque la permanence et le cours des choses dans sa quotidienneté, mais aussi le progressif déplacement de la pensée. Le motif de la maison est ainsi figuré à travers des plans très variés, en oblique, de face, en plan panoramique, rapproché, de nuit, de jour, à l'aube, sous la pluie, sous la neige. Elle se fait donc décor, elle indique aussi une géographie, elle est donc indication spatiale, mais sa récurrence contribue à dessiner une harmonie intericonique d'ensemble. La maison demeure donc un espace symbolique où dorment les enjeux psychiques. Sa fonction dépasse la vocation décorative de l'image. Son rôle à inscrire la temporalité par la répétition rejoint donc une portée réflexive forte. Elle ramène donc encore une fois au sujet historique, politique et social. Et elle emmène surtout ces sujets lourds à sortir du spectaculaire. C'est ça qui est très intéressant en fait dans cette BD. C'est
le traitement du sujet politique et historique par le détour, par le contour, l'intime aussi. Le motif de la maison montre à travers 2 images, qui contribuent d'ailleurs aussi à traduire l'existence d'un... non, excusez-moi, j'ai perdu ma ligne. Le motif de la maison montre à travers 2 images un passage d'un mode de relation à l'autre, où l'amitié précède la rupture des liens. Donc en fait, oui voilà, c'est ça, excusez-moi, j'ai sauté un passage parce que sinon c'est trop long. Mais en fait, à un moment donné, donc Marco trouve une image, donc il trouve une première image chez ses parents où il voit donc son père Sidi Mesrich lors de la guerre d'Algérie, et il retrouve exactement cette même image donc chez son voisin avec qui il avait sympathisé. Et ce moment de donc, la deuxième trouvaille de l'image marque un conflit avec le voisin, et donc il s'avère que les 2 trouvailles se trouvent dans 2 maisons en fait. Et donc c'est des contextualisations qui ne sont pas des récurrences hasardeuses. Donc, je disais, le motif de la maison montre, à travers ces 2 images, qui contribuent d'ailleurs aussi à traduire l'existence d'un temps cumulatif d'un album à un autre, ce passage d'un mode de relation à l'autre, où l'amitié précède la rupture des liens. 2 images qui répètent exactement la même posture du corps de Marco, face à la façade de la maison du voisin. La première qui se trouve au chapitre 1, planche 52, montre Marco presque souriant devant la maison de ce nouvel ami qui lui avait d'ailleurs ramené son chat blessé, l'avait écouté. L'image est claire, le ciel est bleu, les couleurs sont chatoyantes. Dans le chapitre qui suit, donc juste après donc, cette rupture, le même motif est répété avec la silhouette de Marco de profil à gauche, regardant la maison à droite au fond de l'image, mais la case voit sa dimension réduite de moitié. Une partie de l'image est hachurée comme pour évoquer l'idée d'un trouble. Le ciel n'est plus d'un bleu éclatant, les couleurs sont obscurcies, la couleur des arbres et la végétation a perdu son éclat. L'expression, donc l'image renvoie à la conscience donc individuelle, à la violence de l'histoire cachée derrière une façade, sans mauvais jeu de mots. Donc cette première image dont je vous ai parlé, et la seconde, là, voilà. Donc j'ai pas du tout le temps d'aborder le film, je vous prie de m'en excuser. Excusez-moi,